Les grands voyageurs de Compostelle. Bonjour, je me présente, François Lépine. Je suis un membre lanaudois de l'Association du Québec à Compostelle. L'objectif de cette présentation est de démontrer l'impact que de grands visiteurs ont pu avoir sur la renommée du pèlerinage de Compostelle, sur l'architecture de la ville même ou sur la géopolitique de l'époque. Par grands visiteurs, on entend des personnes célèbres ou puissantes, des rois, des militaires, religieux ou civils qui ont visité ou que l'on croit qui ont visité Compostelle. Il est également intéressant de mettre en relief les motifs, outre la vénération de Saint Jacques, qui ont amené ces gens dans cette ville. Le tout premier et le plus célèbre serait Charlemagne. Selon la légende, il serait même le découvreur du tombeau de Saint Jacques. À quelle date l'aurait-il découvert? On ne sait pas. Mais la date de 813 est celle le plus souvent invoquée, ce qui fait du sens, car Charlemagne est mort en 814, et on se demande si cette date n'a pas été inventée en fonction de la date de son décès. Vous trouverez cette histoire illustrée dans de nombreuses églises, et non des moindres, comme dans ce vitrail de la cathédrale de Chartres. On y voit Charlemagne parlant en rêve avec le saint qui lui commande, et je cite, « de libérer mon chemin et ma terre, et visiter mon église et ma sépulture. » Ce texte est tiré d'un manuscrit, le Codex Calixtinus, écrit aux alentours de 1150 et qui cristallisera les rites et les récits liés à Compostelle et à son pèlerinage. Qui a écrit ce texte? On ne sait pas vraiment. Sur la première page, on y voit Calixte II, pape entre 1119 et 1124, en train de l'écrire avec sa plume et son grattoir, une activité étrange pour un pape si occupé. Car c'est un pape important qui a eu une grande influence sur Compostelle pendant son court pontificat. Mais dès la première ligne, c'est lui qui parle. L'évêque Calixte, serviteur de Dieu, adresse à la très sainte assemblée de la basilique de Cluny, siège apostolique de son élection, et au très fameux héros Guillaume, patriarche de Jérusalem, et Diego, archevêque de Compostelle, son salut et sa bénédiction. Malheureusement, Guillaume ne sera pas nommé patriarche de Jérusalem qu'en 1130, soit 6 ans après la mort de Calixte. On ne sait donc pas vraiment qui est ou qui sont les auteurs du Codex Calixtinus. C'est dans une des sections de ce codex que l'on retrouve l'histoire de Charlemagne et de sa découverte du tombeau de l'apôtre. Elle aurait été écrite par une autre sommité, l'archevêque de Reims, Turpin. Ce personnage fut longtemps considéré comme éminemment crédible. Comme preuve, voici un des côtés de la châsse de Charlemagne, qui est une boîte ornée contenant ses os. On a actuellement toutes les raisons de croire que ce sont bien les os de Charlemagne dans cette boîte, car on connaît bien la date de sa mort, le lieu de son inhumation, la date à laquelle sa dépouille a été exhumée et la date à laquelle ses os ont été placés dans cette châsse. La statuette la plus grande présente Charlemagne lui-même, et à sa droite se trouve un autre personnage historique, le pape Léon III, qui le sacra empereur à Rome en 800. À sa gauche se tient Turpin. Donc, ceux qui ont réalisé ce chef-d'œuvre funéraire étaient bien persuadés que Turpin est un individu aussi réel que Charlemagne et qu'il est un témoin important de sa vie. Que dit-il de la présence de Charlemagne à Compostelle? Selon Turpin, Charlemagne s'attaqua d'abord à la ville de Pampelune, dont les murs s'écroulèrent miraculeusement après avoir prié Saint Jacques, un parallèle évident avec l'écroulement des murs de Jéricho dans l'Ancien Testament. La destruction de ces murs est d'ailleurs corroborée par des chroniques contemporaines. Par la suite, selon Turpin, il aurait conquis la formidable forteresse de Villamayor de Montjardine, que les pèlerins modernes peuvent encore admirer de nos jours sur le Camino Frances. Même si de nos jours, les historiens affirment qu'elle fut plutôt conquise par Sancho Garcés, roi de Pampelune, en 909. Ensuite, selon Turpin, Charlemagne se bâtit à Nájera, puis à Sahagún. Il passèrent à Astorga pour arriver ensuite à Compostelle, où il se rendit à Padrone, où il planta sa lance dans la mer. Par la suite, notre archevêque donne une liste exhaustive des différentes conquêtes effectuées par l'empereur en Espagne et aux alentours.
Comme vous pouvez le constater, il n'aurait pas chômé, mais la conquête des îles Baléares en Méditerranée ou de villes comme Ceuta au Maroc ou Oran en Algérie relève évidemment de la fiction. En fait, Turpin n'a jamais existé et Charlemagne n'est jamais allé à Compostelle. Tout au plus s'est-il rendu à Saragosse qu'il n'a pu prendre et il a dû se contenter de prendre Pampelune dont il a détruit les murs. Mais l'histoire de Turpin a eu un grand retentissement au Moyen Âge et on compte plusieurs centaines de manuscrits relatant cette chevauchée en Espagne, alors que le Codex Calixtinus dans sa totalité n'a été reproduit que dans une dizaine de copies. Mais, même imaginaire, la visite de ce grand visiteur a certainement contribué à la renommée de Compostelle. Désolé, mais c'était une belle histoire. Notre prochain visiteur, lui, s'est bien rendu à Compostelle, mais on ne sait pas exactement quand. C'est Alphonse II, qui régna sur les Asturies de 791 à 842. C'est sous son règne que la Galice fut annexée, vers l'an 800, au petit royaume des Asturies, alors que presque toute l'Espagne est sous le contrôle des musulmans de l'émirat de Cordoue. On ne saurait dire exactement à quelle date il vint à Compostelle. En fait, on ne sait pas à quelle date fut découvert le tombeau de Saint-Jacques. On sait seulement, dans un document écrit au moins 2 siècles plus tard, qu'il fut trouvé sous l'épiscopat de Théodomire, évêque d'Iria Flavia, près de l'actuelle ville de Padrone. Rassurez-vous, Théodomire, lui, est bien réel. Il fut évêque de 819 à 847 et vous pouvez voir le couvercle de son sarcophage dans la cathédrale de Santiago. La découverte, certains diront l'invention, du tombeau d'un saint aussi prestigieux que l'apôtre Jacques le Majeur fut certainement un événement formidable pour une si petite royauté entourée par les forces musulmanes. Les avantages économiques d'un éventuel pèlerinage à venir et le grand prestige dont on pouvait tirer de ces reliques obligeaient le roi d'aller valider par lui-même cette extraordinaire découverte. La capitale des Asturies sous Alphonse II était Oviedo. On assuma donc qu'il partit de sa capitale pour se rendre à Compostelle, ce qui donna naissance, on ne sait pas à quelle date, au concept du Camino Primitivo, le chemin primitif du premier pèlerin, Alphonse II. Évidemment, il ne s'agissait pas d'un pèlerinage à proprement parler, mais plutôt d'un acte de certification par le roi de la réalité de l'existence des restes de Saint-Jacques. De plus, rien ne dit qu'il partit d'Oviedo et rien n'indique quel chemin il a pris. Il pourrait fort bien avoir utilisé le parcours de l'actuel Camino del Norte, mais Camino Primitivo, c'est plus inspirant pour nous, pèlerins modernes. Plus concrètement, on sait par des documents qu'Alphonse II fit construire une petite église, encerclée dans cette représentation, qui recouvrait le mausolée contenant les restes supposés de Saint-Jacques. Il implanta aussi un monastère de 12 moines bénédictins à proximité de ce lieu sacré. De par sa situation à l'est du cœur de l'église, le monastère fut nommé Ante Altares, que l'on pourrait traduire par « avant les autels ». Le tout fut entouré d'un mur de défense. Ce monastère est actuellement connu sous le nom de San Pelayo de Ante Altares. Sa porte d'entrée est ornée de la statue de San Pelayo. Ce martyr, célébré dans de nombreuses églises en Espagne, fut mis à mort en 925 à Cordoue. Les moines quittèrent le monastère en 1499, qui devint alors un monastère de monial, comme il l'est encore de nos jours. Le bâtiment original fut détruit à de nombreuses reprises. Le monument actuel date du XVIIe et XVIIIe siècle. De la place Quintana, à côté de la cathédrale, on voit les petites fenêtres qui éclairent les cellules des moniales cloîtrées. On peut y visiter son église et un musée d'art sacré. Les sœurs y sont toujours cloîtrées, comme le montre la grille à l'arrière de l'église, et les barreaux du minuscule comptoir à travers lequel elles vendent différentes pâtisseries comme source de revenus. Notre prochain grand visiteur est Alphonse III, et on sait qu'il vint au moins 2 fois à Compostelle, en 872 et en 874. D'ailleurs, ce dernier voyage avait certainement un motif religieux, car on sait qu'il vint porter un crucifix doré et orné de pierres précieuses comme don à l'église de Compostelle. Voici une réplique de cette croix, l'original ayant disparu en 1906. Vous la trouverez au musée des pèlerinages et de Santiago, situé tout près de la cathédrale.
C'est un très beau musée pour qui s'intéresse au pèlerinage. En plus d'être un grand donateur de Compostelle, Alfonso III en fut aussi un grand promoteur, comme le témoigne cette lettre adressée au clergé de Tours. Ainsi que beaucoup d'histoires véridiques le rapportent, son corps fut amené ici sur une barque par un effet de la puissance divine et enterré. Son tombeau brille aujourd'hui par de nombreux miracles. Pour ce qui est de sa décollation par Hérode à Jérusalem, de la façon dont il a été amené et enterré ici, comment et à quelle époque, cela a clairement été montré à tous. Les lettres véridiques de nos archevêques, ainsi que les histoires de pères et les propos de nombreuses personnes en témoignent. Il voudrait sûrement donner plus de détails, mais si nous voulons maintenant vous raconter toutes ces choses, nous devrions malmener trop longtemps notre stylet, de telle sorte que nous dépasserions la mesure et abuserions de la patience des messagers qui n'accepteraient pas d'attendre. Dommage. Il fit surtout consacrer, en 899, une deuxième église, plus grande et plus belle à la place de celle d'Alphonse II, elle aussi située par-dessus le mausolée original. Sur cette image, vous voyez un plan indiquant en jaune l'emplacement qu'occupait le monastère Dante Altares et son église au IXe siècle, adjacent à la deuxième église construite sous le règne d'Alphonse II. Pour vous situer par rapport à l'emplacement de la cathédrale de nos jours, vous voyez la localisation de 3 chapelles situées à l'arrière du chœur de la cathédrale actuelle, lesquelles ne furent érigées qu'en 1075. Vous voyez également, en haut à gauche, l'église du monastère de Corticella, une petite église pré-romane qui date de la fin des années 900, donc érigée sous le règne d'Alphonse III. Son nom vient du fait qu'elle se situait près du mur de défense, Curtius en latin, tel qu'érigé par Alphonse II. Ici, vous voyez une superposition de la troisième église, consacrée en 1212 et construite par-dessus les fondations du bâtiment d'Alphonse III. À cette époque, la Corticella possédait encore sa propre porte d'entrée. Sur cette image, on voit comment la cathédrale actuelle s'est agrandie et a intégré l'église de la Corticella. En vue aérienne, on distingue encore le toit de la petite église, mais vue de la place Quintana, elle est difficile à deviner. Au XIIIe siècle, la Corticella fut quelque peu modifiée et on lui ajouta un portail dans le plus pur style de l'atelier de Matteo, l'auteur du Portique de la Gloire. Puis, au XVIIe siècle, elle ne fut plus accessible que par la cathédrale. En 1527, la Corticella était connue comme la paroisse des étrangers et des Basques. De nos jours, malgré les apparences, la Corticella n'est pas une simple chapelle de la cathédrale, mais bien une église paroissiale distincte desservant la communauté locale. C'est le plus vieux bâtiment de l'ensemble de la cathédrale et vraisemblablement le plus vieux monument de toute la ville de Compostelle. Un des plus célèbres visiteurs de Compostelle est l'évêque du Puy-en-Velay, Godescalc, en 950. Il est le premier évêque étranger connu pour avoir visité Saint-Jacques. Sa visite en Galice a largement contribué à la popularité actuelle du chemin du Puy et plusieurs des pèlerins modernes qui l'empruntent sont persuadés de marcher dans ses pas. Rien n'est moins sûr, car on sait peu de choses sur son pèlerinage, s'il s'agissait vraiment d'un pèlerinage. Tout ce que l'on en sait provient d'un petit manuscrit, une copie qu'aurait offert à Godescalc un certain prêtre Gomès qui vivait dans le monastère d'Abelda près de Logrogno. Voici la traduction de son introduction. Moi, Gomès, quoiqu'indigne, prêtre régulier au monastère d'Abelda, encouragé par l'évêque Godescalc, qui, pour faire oraison, quitta la région d'Aquitaine en grande dévotion et accompagné d'une suite nombreuse, se rendit en hâte jusqu'aux confins de la Galice pour implorer humblement la miséricorde de Dieu et le suffrage de l'apôtre Jacques. J'ai copié de bon cœur le petit livre, écrit autrefois par saint Ildefonse, évêque de Tolède, à la louange de la virginité de la Sainte Marie, toujours vierge, et mère de Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi partir en hâte en pèlerinage? Et le manuscrit se conclut ainsi. Le très saint Godescalc, évêque, a emporté ce petit livre d'Espagne en Aquitaine durant la saison d'hiver.
précisément au mois de janvier, alors que s'écoulait heureusement l'ère 989, autrement dit l'année 951 pour nous. En ces mêmes jours mourut le roi de Galice, Ramille. La hâte de partir de Godescalc pourrait bien s'expliquer par la mort annoncée du roi de Galice, avec lequel il avait peut-être des relations commerciales ou politiques. N'oublions pas qu'à cette époque, un évêque, en plus de son rôle religieux, est souvent le seigneur de son diocèse et il gère le commerce, la diplomatie et souvent même la guerre. Ce voyage n'avait probablement pas seulement qu'une vocation religieuse. Mais par où est-il passé? Rien ne le dit. Est-il passé par le chemin du puits, tel que décrit dans le Codex Calixtinus 200 ans après? Et comment ce chemin est-il décrit dans ce manuscrit? Voici la description du chemin selon ce codex. On n'y décrit pas la route, on conseille seulement d'aller révérer la Vierge du Puy-en-Velay et les reliques de Sainte-Foy à Conques et de passer à Moissac pour arriver à Ostabat. Voici le chemin du Puy actuel. On voit qu'il est le fruit d'une extrapolation, disons, importante. Il n'y a d'ailleurs aucun témoignage ancien de pèlerins ayant pris ce chemin qui nous soit parvenu, alors que les descriptions de voyages sur les autres principaux chemins de Compostelle abondent au Moyen Âge. Car l'actuel chemin du Puy passe par l'Aubrac, un plateau à plus de 1000 mètres d'altitude et renommé pour son climat très rude. À titre d'exemple, voilà à quoi ressemblait le paysage lors de mon passage en Aubrac au début du mois de mai 2010. Godescal y serait-il passé en plein hiver? Les historiens pensent plutôt qu'il aurait préféré descendre le Rhône, peut-être par bateau, pour ensuite longer la côte méditerranéenne et remonter l'Elbe jusqu'au Camino Frances. Cela décevra peut-être ceux qui s'imaginent le chemin du Puy actuel comme une artère importante de pèlerinage à Compostelle au Moyen Âge, mais cette réputation semble ne s'être forgée qu'au XXe siècle. Tous les grands visiteurs n'étaient pas nécessairement habités par de bonnes intentions. Tel est le cas de Muhammad ibn Abi Amir en 997, mieux connu sous le nom d'Al-Mansour, le victorieux en arabe, ou d'Al-Manzar chez les Espagnols. Ce chef de guerre du calife de Cordoue fut célèbre par la cinquantaine de raids qu'il mena dans les territoires chrétiens de 977 jusqu'à sa mort en 1002. La plus connue de ces attaques est celle contre la ville de Compostelle en 997, pendant laquelle il détruisit la ville et l'église de Saint-Jacques. Selon une légende surprenante, il aurait épargné le tombeau du saint. Or, on sait qu'il y avait dans son armée un contingent de seigneurs chrétiens, eux aussi à la recherche du butin. On pourrait émettre l'hypothèse qu'ils n'avaient pas intérêt à affronter la vengeance d'un saint aussi important et auraient plaidé pour qu'on épargne son tombeau. Cette attaque laissa une marque dans l'imaginaire compostellan. On la retrouve même dans le Codex Calixtinus, dans une version qui, cependant, donne la victoire à Saint-Jacques. C'est pourquoi quelques-uns d'entre eux, les musulmans, touchés par la vengeance divine, subirent une forte diarrhée et laissèrent échapper par derrière tout ce qu'ils avaient dans le corps. D'autres perdurent la vue. Al-Mansour lui-même fut atteint de cette maladie et il devint complètement aveugle. « Ô Jacques, grand homme, si tu me rends la santé à mes entrailles et à mes yeux, je te restituerai tout ce que j'ai pris dans ta maison. » 15 jours après, quand il eut rendu tout en double, il récupéra sa santé. On ne rigole pas avec Saint-Jacques. Le visiteur suivant se passe de présentation. Vous le connaissez déjà. Il s'agit de l'archevêque de Vienne, en France. Il se nomme Guy de Bourgogne. Mais peut-être vous est-il plus familier sous le nom de Calixte II, pape de 1119 à 1124, le supposé auteur du Codex Calixtinus. Que faisait-il à Compostelle en 1107? Un pèlerinage? Il était plutôt venu enterrer son frère, Raymond de Bourgogne, comte de Galice, mort de maladie le 24 mai 1107 à l'âge de 37 ans et enterré dans la cathédrale de Compostelle. Comment ce Bourguignon est-il devenu comte de Galice?
c'est que Raymond et Guy de Bourgogne sont les fils du comte Guillaume Ier de Bourgogne, et les Bourguignons sont de bons soldats. Le roi de Léon, Alphonse VI, a besoin de chevaliers pour lutter contre ses voisins musulmans, et il donne à Raymond son titre de comte de la Galice et sa fille Urraque en mariage. Ils auront un fils, le futur Alphonse VII. Donc, Guy est l'oncle du futur roi de Léon. Guy sera présent lorsque les États de Galice, réunis à Compostelle, jurent fidélité au jeune Alphonse VII sous l'égide du puissant évêque de Compostelle, Diego Gelmírez. C'est ce dernier que l'on voit ainsi bénir 2 chevaliers sur cette miniature du XIIIe siècle. Les relations sont très bonnes entre Diego Gelmírez et Guy de Bourgogne, car Diego était le secrétaire particulier de Raymond avant d'être nommé évêque. L'indéfectible support de Diego pour Alphonse VII lui vaudra son élévation au titre d'archevêque lorsque Calixte II, nouvellement élu pape, fera de Compostelle un archidiocèse en 1120. Cette nomination a certainement eu un impact important sur le rayonnement de Compostelle et au sein de la hiérarchie religieuse espagnole et comme centre de pèlerinage. Notre prochain grand visiteur se nomme Guillaume X. Il était duc d'Aquitaine. Parti en pèlerinage à Compostelle, il y mourut le 9 avril 1137 à l'âge de 38 ans, 2 jours avant Pâques. Il fut enterré devant le maître-autel de la cathédrale. Il ne vous est probablement pas connu, mais c'était un personnage très important à cette époque, car ses possessions étaient parmi les plus grandes du royaume de France. Cette carte représente l'étendue du duché d'Aquitaine 20 ans après sa mort. Comparez l'Aquitaine en rouge pâle à l'étendue du domaine propre du roi de France en bleu foncé, et vous constaterez la puissance du duc d'Aquitaine. Mais aussi puissant que soit Guillaume, il reste soumis à l'autorité du pape. Or, à cette époque, il y a un pape, Innocent II, et un antipape, Anaclète II. Un antipape est tout simplement un pape qui n'a pas réussi. Or, Guillaume se rallie à Anaclète II, malgré l'opposition de son clergé. Il aurait peut-être été même excommunié en 1135. Mais ce sont les foudres de Bernard de Clairvaux qui lui causeront le plus de problèmes. Bernard est un moine et un théologien influent au sein de la hiérarchie catholique et c'est un partisan fanatique d'Innocent II. Selon la légende, en 1135, lors d'une messe à Parthenay-le-Vieux, alors que Guillaume est présent, Bernard le prit personnellement à partie et le somme de se rallier à Innocent II. Pris de convulsions, Guillaume s'effondra et se repentit, comme l'illustre ce tableau du XVIIe siècle. Est-ce pour cela qu'il partit en pèlerinage en 1137? Peut-être, mais plusieurs historiens pensent aussi qu'il était allé chercher à Compostelle des alliances avec le roi Alphonse VII pour qu'il vienne en aide à sa sœur, qui avait épousé le roi d'Aragon, alors en grande difficulté dans son royaume. La mort de Guillaume laisse le duché d'Aquitaine sans héritier mâle. Avant de mourir, il ordonne aux membres de sa suite d'aller demander au roi de France, Louis VI, de marier son fils, le futur Louis VII, à sa fille aînée, Aliénor. Une occasion extraordinaire pour le roi de France d'augmenter ses possessions de l'immense Aquitaine. Malheureusement, ce mariage ne sera pas heureux. Ils divorceront en 1152 et Aliénor se remariera avec Henri II, roi d'Angleterre. L'Aquitaine deviendra anglaise et passera aux enfants du couple que l'on peut voir sur le superbe vitrail de la Croix dans la cathédrale de Poitiers sur le chemin de Tours. Combien de rois de France se sont rendus à Compostelle? Un seul, Louis VII, l'époux malheureux d'Aliénor d'Aquitaine. Ce fut en 1154, 2 ans après son divorce. Qu'est-ce que Louis VII est allé faire à Compostelle, mis à part honorer Saint-Jacques? Il est allé voir son beau-père, car il s'était remarié cette même année avec la fille d'Alphonse VII. Ce n'était sûrement pas qu'une rencontre de famille, mais probablement un effort diplomatique pour contrer l'influence du roi d'Angleterre, Henri II, qui contrôlait maintenant l'Aquitaine suite à son mariage avec Aliénor. Un des visiteurs qui a laissé des marques évidentes de son passage à Compostelle en 1214 est saint François d'Assise.
comme le montre cette pancarte à l'entrée du Convento San Francisco à Santiago. On y voit François agenouillé devant une statue de Saint Jacques. Né en Italie en 1181, il est le fils d'un riche bourgeois. À l'âge de 25 ans, il fait vœu d'entrer en religion et en 1209, à 28 ans, il fonde une petite communauté de moines vivant dans la pauvreté. Ce sera l'ordre des franciscains. Les Floracillas de San Francisco, une œuvre anonyme du 14e siècle, raconte la vie de saint François. Cette pancarte en cite un passage. Au premier jour de la fondation de l'ordre, alors qu'il y avait peu de frères et que les couvents n'avaient pas encore été construits, saint François se rendit par dévotion à Santiago en Galice. Ce couvent est situé à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Compostelle. Saint François sera même personnellement responsable de la fondation de ce couvent. Un texte gravé dans la pierre sur un mur de ce bâtiment raconte le récit de sa fondation selon le récollet irlandais Lucas Wadding qui vécut entre 1587 et 1637. Quand notre père Saint François est venu visiter l'apôtre Saint Jacques, il a été l'hôte d'un pauvre charbonnier appelé Cotolai, dont la maison se trouvait proche de l'ermitage de San Paio, au pied du mont Pedroso. Vous trouverez tout ceci bien illustré au monastère de San Martín Pinario, tout près de la cathédrale, par une peinture du XVIIIe siècle. On y voit saint François agenouillé devant l'autel de Santiago dans un chœur curieusement dépouillé de son exubérante décoration, comme on la voit de nos jours. Le peintre l'a définitivement simplifié, ce qui peut se comprendre. Sachant que ce lieu appartenait au monastère de San Martín Pinario, le saint demanda au père abbé de le lui céder en échange chaque année d'un panier de poissons. Le père accepta et le saint signa un contrat, comme l'attestent les anciens de Saint-Martin qui l'ont vu et qui l'ont lu. Toujours au monastère de San Martín Pinario, vous trouverez cette autre peinture illustrant le paiement en poissons, avec même le contrat signé sur la table. Une fois l'endroit acquis, dit le saint à Cotolai, « Dieu veut que tu bâtisses un couvent pour mon ordre. » Cotolai lui répondit que comment un pauvre charbonnier pourrait s'attacher à une telle entreprise? « Va jusqu'à la fontaine, lui répondit le saint, et là-bas, Dieu te fournira les moyens. » Cotolai obéit, et il trouva sur place un trésor qui lui permit de bâtir le monastère. Et Cotolai, fondateur de cette maison, est mort dans la paix du Seigneur en 1238. Finalement, vous trouverez aussi dans le couvent San Francisco la tombe du pauvre charbonnier Cotolai. Tout ceci est très convaincant, si ce n'était le témoignage de Thomas de Celano, qui rencontra saint François pour la première fois à son retour en 1214. Alors, frère Bernard prit la route avec frère Gilles vers Saint-Jacques. Saint François, avec un compagnon, choisit une autre partie du monde. C'est également ce que confirme saint Bonaventure, qui vécut entre 1219 et 1274, donc un contemporain de saint François, et ministre général de l'ordre des franciscains. Frère Bernard et frère Gilles prirent la route de Saint-Jacques. Saint François et son compagnon choisirent une autre orientation. Il prit donc le chemin de Maroc afin d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ au sultan Mira Molinet et à sa nation. Mais en Espagne, le ciel qui le réservait à d'autres choses lui envoya une grave maladie qui l'empêcha d'aller où il souhaitait. La visite de saint François à Compostelle est donc une légende. Mais les légendes se basent souvent sur quelques faits réels. Le contrat d'achat du terrain du couvent, contre un panier annuel de poissons, semble authentique, car on en a retrouvé des traces dans les archives comptables. Quant au pauvre charbonnier Cotolai, on retrouve ce nom à Compostelle à cette époque, mais il semble qu'il était un riche bourgeois et un conseiller municipal, ce qui est plus vraisemblable pour le fondateur d'une si grande institution. Mais dans la légende, il était normal que ce soit un pauvre qui soit le responsable de la fondation d'un couvent franciscain, une congrégation de frères pauvres. Le couvent de San Francisco est maintenant un hôtel 4 étoiles. En passant, allez jeter un coup d'œil au monastère de San Martín Pinario. Fondé en 912, ce monastère de bénédictins est actuellement le deuxième plus grand d'Espagne.
Au Moyen Âge, il accueillait aussi les pèlerins de Saint-Jacques. Les bâtiments actuels datent du 17e et 18e siècle. Vous y trouverez un très beau musée et un maître-autel aux ornementations exubérantes. 5 ans après la visite imaginaire de saint François, c'est saint Dominique, le fondateur de l'ordre des Dominicains, qui aurait visité Compostelle en 1219. Comme preuve, on lui attribue la fondation du Convento Santo Domingo de Bonaval à Compostelle. Cependant, cet événement n'est nulle part mentionné dans les archives entre le 13e et le 16e siècle. Mais la légende perdure et vous la trouverez sur Internet encore de nos jours. Il faut dire que la présence de saint Dominique en Espagne est documentée en 1218. Il était porteur d'une bulle papale en sa faveur face aux autorités ecclésiastiques espagnoles, initialement réticentes face à la prédication des membres de cette nouvelle communauté. Mais la création de la province espagnole dominicaine ne date que de 1221, date de la mort de saint Dominique. De plus, il existe un document officiel du 13e siècle listant les différents couvents dominicains par ordre chronologique. Celui de Compostelle est placé en 10e place, entre celui de Burgos en 1222 et celui de Pampelune en 1230, donc après la mort de saint Dominique. Est-il venu à Compostelle? On ne le sait pas, mais il n'a pas fondé le couvent qui porte son nom. Le monument actuel date du 17 et du 18e siècle, et il est particulièrement riche sur le plan architectural. Il est situé à 500 mètres de la cathédrale. Et il abrite le musée du peuple galicien, un musée très intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus sur le mode de vie de ses habitants au temps passé. Notre prochain grand visiteur est un Français, Béranger de Landor, maître général des Dominicains. Mais en 1318, il ne se voyait certainement pas comme un visiteur, lui qui venait d'être nommé cette même année en tant qu'archevêque de Compostelle par le pape Jean XXII. Il arrive à Compostelle en novembre 1318, mais les autorités laïques de la ville, depuis longtemps hostiles à l'autorité temporelle de leurs archevêques, l'empêchent de rentrer dans la ville. Il s'installera donc au château de la Rochaforte, une forteresse, symbole du pouvoir temporel des archevêques de Compostelle, qui eurent souvent à faire face à des révoltes de leurs concitoyens. Cette forteresse était située à 3 km de Compostelle, sur le chemin qui menait à Padrone, et servait autant à des fins défensives que de contrôle des importations dans la ville. Le château fut détruit 2 siècles plus tard, lors d'une autre révolte. Ses ruines se situent à environ 200 mètres du chemin du Portugal actuel. Et il est clairement indiqué sur le logiciel Buen Camino. Alors que Béranger résidait au Convento Santo Domingo de Bonaval, un boulet tiré par une catapulte le manque de peu, mais il réussit à entrer dans la cathédrale le 16 septembre 1319. Il y est séquestré 12 jours sans nourriture et doit s'enfuir de nouveau. Ce n'est qu'en septembre 1320 qu'une dizaine de représentants du conseil de ville venus négocier au château de la Rochaforte furent capturés et exécutés, permettant à l'archevêque de conquérir toute la ville. Cette reconquête fut sous l'égide de saint Jacques, car alors qu'il était enfermé dans son église la nuit, par 3 fois, il vit le saint apôtre sur un cheval blanc, suspendu au-dessus de la tour du château de la Rocha. Protégé par un bouclier, brandissant une lance contre Compostelle, il défendait un personnage agenouillé en habit de dominicain. Et saint Jacques apparut le jour de l'exécution des traîtres, courant à la poursuite des coupables, les frappant avec l'épée ensanglantée qu'il essuyait à son manteau. Un document de 1326 qui relate les faits et gestes de l'archevêque illustre le rêve de Béranger. Saint Jacques y est assis sur un siège avec, à ses côtés, ses 2 disciples Athanase et Théodomire, et dans la partie inférieure, on voit Saint Jacques en matamor, de matar tué et mort pour les morts, le synonyme de musulman. À côté, on voit le château de la Rocheforte. Mais ici, ce n'est pas des morts que l'apôtre massacre, comme à la supposée bataille de Clavio en 844, mais bien des citoyens de Compostelle coupables d'avoir malmené leur archevêque. Cette représentation est la première connue qui montre saint Jacques en matamor, bien que cette légende était bien antérieure au règne de Béranger.
Ce n'est que le 25 juillet 1322 que Béranger réussit à s'imposer et à célébrer sa première messe dans la cathédrale. Il semble bien que c'est à cette occasion qu'il présenta un riche reliquaire censé contenir la tête de Saint Jacques le Mineur. Selon la légende, elle aurait été offerte à Diego Gelmírez, le premier archevêque de Compostelle, comme étant celle de Saint Jacques le Majeur. Ne sachant qu'en faire, il l'aurait dissimulée dans une niche. Elle fut redécouverte un siècle plus tard par Béranger, qui la déclara être celle de Saint Jacques le Mineur. Mais comme les pèlerins étaient très déçus de ne pas voir les restes de Saint Jacques cachés dans la crypte, on présenta dans les processions pendant longtemps ce reliquaire comme étant celui de Saint Jacques le Majeur. Vous pouvez toujours contempler ce reliquaire dans la chapelle des reliques de la cathédrale. Une autre marque de l'épiscopat de Béranger est, sans surprise, l'érection d'une tour, possiblement à des fins de défense, de la cathédrale et surnommée la Berengula. Elle se situe dans l'angle sud-est de la cathédrale. Tout comme Louis VII fut le seul roi de France à visiter Compostelle, Marie d'Anjou fut la seule reine de France à s'y présenter en 1463. Elle est la mère de Louis XI qui l'envoie s'assurer que la France est bien toujours présente auprès de l'autel de Saint-Jacques. Il s'agit de vérifier si les cierges financés en 1278 par Philippe III brûlent toujours. Il avait offert 20 livres tournois à la cathédrale pour qu'un cierge brûle nuit et jour devant les autels. La présence française à Compostelle n'est pas nouvelle. En 1323, un autre roi, Philippe de France, Philippe V, avait fait rénover la chapelle du Saint-Sauveur, derrière le maître-autel. Ce sera le lieu où les pèlerins viendront chercher le précurseur de la Compostela actuelle, un document qui confirme que le pèlerin est bien arrivé à Compostelle. Sur cette image, on voit une Compostela de 1777 qui parle encore de cette chapelle, baptisée la chapelle des rois de France. Pourquoi cet intérêt français pour Compostelle? C'est parce que les rois de France prétendent descendre de Charlemagne, le supposé découvreur du tombeau du Saint. Cela est particulièrement bien illustré en 1364 lorsque Charles V se fait faire un sceptre surmonté d'une petite statuette en or de Charlemagne et illustré de scènes tirées des récits imaginaires de Turpin. Ce sceptre sera porté par presque tous les rois de France lors de leur sacre pour bien démontrer leur filiation imaginaire avec l'empereur. De plus, en 1372, Charles envoie 3000 florins pour améliorer la chapelle et faire chanter 6 messes quotidiennes. Quant à Louis XI, qui envoya sa mère en Galice, il offrira une cloche à la tour de l'horloge de la cathédrale. Marie d'Anjou, qui revint de son périple en bateau en passant par La Rochelle, mourra d'ailleurs lors de son retour en France. Inutile de lister comme visiteurs tous les rois et reines des territoires qui deviendront l'Espagne, ni ceux qui les suivront une fois l'Espagne unifiée. Comme Saint Jacques était le patron de l'Espagne, une visite à Santiago était presque un passage obligé. Mais les rois catholiques, à savoir le couple formé par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ont grandement modifié le paysage autour de la cathédrale. En 1486, après être entrés en Galice pour mater une révolte, les deux monarques firent vœu de construire un grand hôpital à Compostelle pour les pèlerins. Mais comme ils étaient fort occupés par la guerre contre le royaume musulman de Grenade, les travaux ne commencèrent qu'après la victoire en 1492. Ils donnèrent un tiers du butin recueilli pour la construction qui débuta en 1501 pour se terminer en 1511. En 1512, un pèlerin affirme qu'il y avait des lits pour 700 personnes et qu'on y offrait boissons et nourriture. Un autre pèlerin, en 1550, parle de ces infirmeries capables d'accueillir plus de 200 malades. Il est situé sur la grande place de l'Obradorio, à côté de la cathédrale, et il est divisé en 4 cours, chacune portant le nom d'un des évangélistes. Il présente, sur la place de l'Obradorio, une élégante façade gothique. On y voit les bustes des 2 fondateurs. Devenu un hôtel de luxe, certaines parties peuvent être visitées. Souvenir de son ancien rôle d'hôpital, une quinzaine de pèlerins, munis de leur Compostela, sont admis aux cuisines pour un repas chaque semaine.
Le petit-fils des rois catholiques, lui aussi visita Compostelle en 1520. Est-il venu seulement pour prier Saint-Jacques? Il s'est fort probablement recueilli au-dessus de la tombe de l'apôtre, mais sa présence était surtout due à des considérations politiques et financières. En 1520, Charles Quint a 20 ans, comme vous le voyez représenté sur cette peinture contemporaine. Ce roi, né en Flandre, est connu sous le nom de Charles V, Charles Quint, mais en Espagne, il porte le nom de Charles Ier. Il ne parle pas l'espagnol, et en 1520, il n'est en Espagne que depuis 3 ans, lorsqu'il apprend qu'il vient d'être élu empereur du Saint-Empire romain germanique, après avoir acheté le vote des princes électeurs pour la modique somme de 2 tonnes d'or. Il lui faut donc revenir en Allemagne pour s'y faire couronner et payer ses créanciers. Il convoque donc les Cortés de Castille, une sorte de parlement, au Convento de San Francisco de Compostelle pour financer son voyage de retour et payer ses dettes. Inaugurés le 31 mars, les Cortés se tinrent jusqu'au 4 avril sans que les délégués acceptent les conditions financières demandées, argumentant que la Castille n'avait pas à payer pour l'élection à l'Empire. Le roi déplaça la réunion à la Corogne, où à force de menaces et de corruption, il obtint l'accord d'une majorité de délégués. Le 20 mai, Charles Quint s'embarquait pour l'Allemagne. Plusieurs délégués furent tués à leur retour dans leur ville et une révolte éclata dans le centre du pays, connue sous le nom de la révolte des Comuneros. Cette révolte dura 2 ans et fut férocement écrasée. Sautons maintenant quelques siècles, et surtout le 19e, qui marque une grande diminution de la popularité du pèlerinage, et nous retrouvons, le 25 juillet 1938, le général Franco en visite à Compostelle. Né à Ferrol, donc un Galicien, est-il venu présenter ses hommages à Saint-Jacques pour lui demander d'effacer ses péchés dus aux atrocités de la guerre civile? Probablement pas. On le voit ici à l'entrée de la cathédrale, faisant le salut fasciste, accompagné par l'évêque de Compostelle, Thomas Muniz Pablos. Cette visite avait évidemment une portée essentiellement politique. La guerre civile ne se terminera qu'en 1939 et Franco s'est appuyé sur l'Église catholique pour rallier à sa cause nombre d'Espagnols traumatisés par les massacres de prêtres survenus suite à la prise du pouvoir de la gauche en 1936. D'ailleurs, dès 1937, on fit appel à Saint-Jacques lui-même, 2000 ans après sa mort, pour supporter la révolution franquiste. On fit parader dans Compostelle la chasse contenant ses os pour démontrer l'appui de l'Église au projet de Franco. Ce dernier, lors de la guerre civile et après, utilisa la symbolique de Saint-Jacques Matamor pour présenter sa prise de pouvoir comme une croisade contre l'idéologie communiste et républicaine. Cette allusion est particulièrement claire dans cette peinture où Franco est représenté en croisée sous les auspices du Matamor. Réalisée en 1948 pour orner le hall des archives militaires de Madrid, elle fut déplacée à la mort de Franco dans un endroit plus discret aux archives militaires d'Avila. Les motivations religieuses de notre prochain visiteur sont plus évidentes. En novembre 1982, Jean-Paul II est le tout premier pape à visiter Compostelle. Calixte II est bien allé à Compostelle, mais seulement en 1107 alors qu'il n'était qu'archevêque de Vienne. On voit ici Paul VI en habit de pèlerin lors de sa visite pendant les Journées mondiales de la jeunesse en août 1989. Plus de 500 000 jeunes participèrent à cet événement. Malheureusement, sur le plan architectural, ces visites ont été célébrées par un monument commémoratif sur le Monte de Gozo. C'était le seul monument vraiment laid sur tout le Camino Frances. Mais heureusement, il a été enlevé en 2021. En 2011, Jean-Christophe Ruffin, médecin, politicien et membre de l'Académie française, décide de marcher le Camino del Norte vers Compostelle. Il publie en 2013 aux éditions Guérin le roman Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi. Ce livre aura une grande répercussion dans le monde francophone et contribuera à l'intérêt croissant du pèlerinage de Compostelle. Ceci termine cette présentation. J'espère vous avoir démontré l'impact que ces grands visiteurs ont pu avoir sur Compostelle et sur son pèlerinage. Mais pour nous, membres de l'Association du Québec à Compostelle, les visiteurs et visiteuses de Saint-Jacques les plus importants,
c'est vous. Quand partez-vous?